Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier l'écoulement bidimensionnel de l'eau dans le sol. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette étude n'est pas propre à ce cas-ci, mais c'est un problème assez classique dans le domaine de l'ingénierie. Donc, l'étude de l'écoulement de l'eau dans le sol est analogue à celui d'un courant électrique ou bien du transfert de chaleur sur une plaque conductrice, par exemple. Le plus que nous allons avoir ici, c'est comment exploiter les résultats que nous allons trouver pour calculer le débit et la pression interstitielle. Alors, dans les exemples que nous avons traités jusqu'à maintenant, à part peut-être celui de la vidéo numéro 2, nous avons traité uniquement l'écoulement unidimensionnel ou bien monodimensionnel, ça veut dire celui qui va s'écouler dans une seule direction. C'est un cas qui est assez simple, dont le débit se calcule par application directe de la loi de Darcy. Malheureusement, dans les ouvrages courants de génie civil, là où l'écoulement de l'eau joue un rôle important, que ce soit sur sa stabilité, son exploitation ou bien sa durabilité, dans ce cas, l'écoulement est tridimensionnel. Ça veut dire que l'eau va s'écouler dans les trois directions à la fois. Et ce problème est assez difficile à traiter. Et c'est pourquoi nous essayons, dans certains cas pratiques, de simplifier le problème en le transformant en un problème bidimensionnel. On va se demander quand est-ce qu'on a droit de faire cette transformation. C'est en fait lorsque nous avons une direction qui est beaucoup plus longue que les deux autres et que le sol reste homogène dans cette direction. C'est le cas par exemple des barrages en terre ou bien des barrages en béton ou bien par exemple des rideaux de pale blanche. Dans ces cas, nous pouvons travailler à deux dimensions. Nous allons travailler sur le plan OX, OZ, avec OX c'est l'axe à l'horizontale et OZ c'est à la verticale. Et nous allons considérer que l'axe OY qui est perpendiculaire bien sûr au plan OXZ, sur cet axe, nous allons considérer que l'ouvrage reste, il a une grande longueur et le sol reste homogène. Et dans ce cas, nous allons nous contenter à un calcul bidimensionnel et on va travailler par mètre linéaire selon cette direction Y. C'est comme si nous allons faire un profil, d'accord, par mètre linéaire de Y et nous allons faire nos calculs, d'accord. Alors, revenons à notre écoulement. Nous allons considérer un massif homogène qui est traversé par un débit et nous allons considérer que le volume du sol ne change pas pour que la condition de continuité soit satisfaite. Et bien sûr, le régime, il est toujours permanent. C'est par écrire la loi de Darcy dans le cas généralisé, comme nous l'avons fait à la vidéo numéro 4. Alors, la vitesse de l'écoulement V est égale au tenseur de perméabilité fois le gradient hydraulique I. Ça veut dire, donc nous avons trouvé que le V, donc la composante Vx est égale à Kx, dH sur dx, et la composante Vz qui est égale à Kz, dH sur dz. En appliquant maintenant la condition de continuité c'est divergence V qui est égale à 0. Ça veut dire que dVx sur dx plus dVz sur dz est égal à 0. Donc je vais remplacer le Vx ici par son expression et le Vz aussi. Ça veut dire que je vais obtenir une dérivée, la deuxième dérivée de la charge hydraulique. Ça veut dire que ceci va me donner donc la perméabilité Kx d carré h sur dx au carré plus kz d carré h sur dz au carré.
Si mon milieu est isotrope, pardon, donc un milieu isotrope dans le sens de la perméabilité, je vais simplifier par les perméabilités et je vais obtenir d carré h sur dx carré plus d carré h sur dz au carré qui est égal à 0. Ça veut dire que Laplacienne de h est égale à 0. Ce que j'ai obtenu là est une équation différentielle de type Laplace. Et je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc, c'est la même équation qu'on trouve lorsqu'on est en train d'étudier le transfert de chaleur. Sauf que le paramètre charge hydraulique est remplacé par le paramètre température. Voilà. Cette équation s'applique dans un espace bien déterminé dans lequel l'écoulement se déroule. C'est ce qu'on appelle le domaine de notre étude. Il est généralement noté grand V ou bien oméga. Ce domaine est limité par des surfaces sur ces frontières sur lesquelles nous allons imposer des conditions sur la charge hydraulique totale ou bien sur la vitesse de l'écoulement. Ce sont les conditions aux limites. Donc, la résolution du problème consiste à trouver une fonction hxz qui satisfait à l'équation de Laplace et aussi aux conditions aux limites. Cette fonction, bien sûr, est indépendante de la perméabilité et aussi du temps, puisque le régime est permanent. Sauf dans des cas très simples, cette fonction, ou bien cette équation, n'est pas intégrable analytiquement. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas trouver une formulation explicite de h en fonction de x et en fonction de z. C'est pour cela que nous allons faire appel aux moyens informatiques et nous allons essayer de l'intégrer numériquement par la méthode des éléments finis. Alors, une fois cette équation est résolue, la charge hydraulique H pourrait être déterminée à n'importe quel point du domaine et le vecteur vitesse aussi. Mais le résultat en tant que tel n'est pas bénéfique pour nous pour son exploitation ultérieure. C'est pour cela que cette résolution ou bien ce résultat va être schématisé graphiquement sous forme d'un réseau de lignes que nous allons appeler réseau d'écoulement. L'écoulement est constitué de deux familles de lignes qui sont orthogonales. La première famille s'appelle les lignes de courant et la deuxième, ce sont les lignes équipotentielles. Alors la ligne de courant, qu'est-ce qu'elle traduit? C'est le trajet qui est suivi par les points au cours de l'écoulement, du début jusqu'à la fin. Alors, c'est traduit mathématiquement par la relation dH sur dN pour un point qui appartient à cette ligne de courant est égal à 0. Ça veut dire que en tout point M qui appartient à la ligne de courant, il satisfait la relation suivante. Avec Mn, c'est la normale à cette surface élémentaire entourant le point M. C'est-à-dire, je prends, si le point M appartient à une ligne de courant, donc le courant, il passe selon cette direction. Ça veut dire que la vitesse, elle est tangente ici. Le vecteur vitesse, il est tangent. Donc si je travaille sur une surface élémentaire entourant le point M, la vitesse, elle est tangentielle. Ça veut dire qu'elle n'est pas de composante normale. Donc l'eau, il s'écoule uniquement dans cette direction. Et il n'y a pas d'écoulement dans le sens normal. Donc la normale sur cette surface, c'est ça. Qui dit il n'y a pas d'écoulement dans ce sens, dit il n'y a pas de perte de charge. Ça veut dire que la variation de dH selon la normale à cette surface élémentaire est égale à 0. C'est ça la définition d'une ligne de courant. Alors la ligne équipotentielle, donc c'est une ligne
qui lie entre les points qui ont la même charge hydraulique. Ça veut dire que pour une ligne équipotentielle, j'ai la charge hydraulique est égale à une constante. Donc tous les points qui ont la même charge hydraulique, ils vont être liés entre eux pour obtenir une ligne équipotentielle. Voilà. Alors, le réseau d'écoulement, il se fait donc soit avec un logiciel, donc c'est lui, logiciel par exemple Plaxis 2D, je ne fais pas de publicité, mais c'est un logiciel qui est très utilisé en pratique. Il permet de résoudre le problème, l'équation différentielle et nous donner donc les équipotentiels et les vecteurs vitesse. D'accord? Alors, donc nous allons maintenant traiter un exemple. Prendre l'exemple suivant d'un barrage en terre qui est traversé par un écoulement. Nous avons en amont la retenue avec une hauteur H1 et en aval la hauteur de l'eau c'est H2. Nous allons essayer de fixer les conditions aux limites. Alors, en bas, nous avons un milieu imperméable. Dans ce cas, nous pouvons dire que BC, c'est une ligne de courant, puisque l'eau ne pourrait pas s'infiltrer dans ce sens, ça veut dire dans le sens normal à cette surface. Donc, il va aller horizontalement et ainsi c'est une ligne de courant. Donc, en BC, nous avons DH sur DN. Ici, le N, la normale sur cette surface, c'est Z. Ça veut dire que DH sur DZ, c'est égal à 0. C'est une ligne de courant. Alors, sur AB, c'est considéré comme une surface filtrante et la charge hydraulique à ce niveau est la même sur tout le segment ou bien AB. C'est normal. Donc, on peut faire les calculs et trouver que H total en A, c'est exactement la même que en B. Donc, H ici, c'est égal à H1 partout. Ça veut dire qu'elle est constante. C'est une équipotentielle. La même chose ici sur CD, c'est une surface filtrante et ainsi la charge totale ici, c'est la même. Elle est égale à H2 et ici, c'est égal à H1. Nous avons ici une autre ligne de courant qui vient de AD. Donc, qu'est-ce que nous avons sur AD? Nous avons que DH sur DN est égal à 0. C'est la surface libre. L'eau, il ne va pas sortir donc, dans le sens normal. Et ainsi, c'est une ligne de courant. Et nous avons une deuxième condition, c'est que la charge hydraulique sur tous les points de A à D, la charge hydraulique est égale à Z. Puisque la charge de pression est nulle, ici règne la pression atmosphérique, il ne reste que la charge de pression, qui est bien sûr, il ne reste que la charge d'élévation, pardon, qui est égale à Z. Essayons maintenant de tracer approximativement le réseau d'écoulement. Ici, c'est une équipotentielle et AD, c'est une ligne de courant. Ça veut dire que ça, la ligne de courant AD, elle est perpendiculaire. Et même pour les autres, nous allons nous contenter de lignes de courant. Et ici, la même chose. Donc ici, je vais me trouver avec une ligne de courant qui va être perpendiculaire là et l'autre ici. Donc ici, la ligne de courant, elle va faire un tel trajet de telle sorte à se trouver perpendiculaire de ce côté-là. Donc l'autre ligne de courant aussi, de la même façon. Alors, ici, je vais essayer de tracer les autres équipotentiels. Donc cette équipotentielle, elle est donc perpendiculaire ici et elle va se trouver perpendiculaire sur l'autre ligne de courant. Ça veut dire que je vais la tracer par exemple comme ainsi. Je peux tracer une autre équipotentielle comme ainsi, une autre équipotentielle comme ainsi. Voilà un exemple d'un réseau d'écoulement au sein d'un barrage en terre. Comment exploiter le réseau d'écoulement suivant pour calculer le débit s'infiltrant sous un rideau de pale blanche et aussi pour déterminer la pression interstitielle à n'importe quel point du domaine. Alors, donc le débit qui va traverser le sol ici, c'est le même qui va sortir là. Et nous allons considérer que c'est la somme des débits qui vont s'infiltrer entre chaque deux lignes de courant successives. C'est ce qu'on appelle un tube de courant. Donc Q total, c'est égal à Q1 plus Q2
plus Q3 et ainsi de suite. Le nombre, il dépend de la somme des intervalles que j'ai entre les lignes de courant. Ça veut dire que la somme ici, c'est le nombre des intervalles. Je vais le noter par exemple NF. Nombre des intervalles entre les lignes de courant que j'ai. Dans cet exemple, c'est égal à 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que ça aussi, c'est une ligne de courant qui est collée au rideau. C'est une ligne de courant. Et là aussi, j'ai cette ligne de courant qui va donc nous limiter de ce côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 NF est égal à 5. Alors, je dois calculer Q donc en chaque tube. Je prends Q1 par exemple. Q1, c'est égal à V1 fois S1. Alors V, c'est égal à K fois le gradient hydraulique ici, c'est delta H1 divisé par la longueur parcourue dans ce quadrilatère curviligne que j'ai obtenu là, sur B, fois S1, c'est égal, il a traversé cette surface A, et 1 mètre perpendiculairement dans la direction Y, fois A. Alors pour Q2, si je prends le deuxième quadrilatère là, qui a une largeur C et une longueur D, je vais trouver que c'est égal à K delta H2 sur D fois petit c. D'accord? Alors, puisque ça c'est une équipotentielle et là c'est une équipotentielle, ça veut dire tous les points qui sont là, ils ont la même charge hydraulique et ici c'est la même charge hydraulique. Donc automatiquement c'est la même perte de charge entre les deux équipotentiels. D'accord? Ça veut dire que delta H1 est égal à delta H2. Et on va écrire le débit total. Le débit total Q qui est égal à la somme des QI, c'est égal à K fois delta H1 fois A sur B plus C sur D plus E sur F et ainsi de suite. Alors, lors du traçage du réseau d'écoulement, il faut savoir que ces quadrilatères curvilignes que nous obtenons là, entre les lignes de courant et les équipotentiels, ils ont le même rapport de la largeur par rapport à la longueur. Ça veut dire que A sur B égale à C sur D égale à E sur F et ainsi de suite. Et ainsi, donc, on peut écrire que Q est égal à K delta H fois le nombre des espaces entre les lignes de courant, ça veut dire NF, fois A sur B. Voilà. Alors, ça c'est delta H1. Alors, delta H1 là, c'est quoi? C'est la perte de charge entre la première équipotentielle et la deuxième. Alors, il faut savoir qu'au début de l'écoulement, à ce niveau, il y a la charge totale initiale. Et après, au fur et à mesure que l'écoulement se déroule, nous aurons une charge totale finale avec une perte de charge de delta H. Ça veut dire que cette énergie que nous avons là, elle va se dissiper progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive à ce point. Donc cette dissipation, elle va se faire d'une façon uniforme. Ça veut dire qu'elle va à chaque fois perdre la même proportion de sa charge hydraulique entre chaque équipotentiel et la suivante. Ceci dit, on peut dire que delta H1 est égal à delta H total divisé par le nombre des espaces que nous avons ici, des équipotentiels. Donc le NH, le nombre des espaces c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc delta H1 est égal à delta H total divisé par 8 pour obtenir celle partielle qui a été dissipée uniquement au premier pas. Donc Q, c'est égal à K fois delta H divisé par le nombre des espaces entre les équipotentiels fois NF fois AB. Et voilà. Donc ça, c'est le débit de fuite à travers ce barrage en terre. Parfois, les quadrilatères curvilignes, ils sont carrés, et dans ce cas, A sur B est égal à 1, et nous pouvons se contenter de K delta H sur NH fois nous permettre de calculer la pression interstitielle à n'importe quel point du domaine.
Prenons par exemple le point M qui appartient à cet équipotentiel. Donc, il a la même charge hydraulique que tous les points qui se trouvent sur cet équipotentiel. Donc, la charge totale au point M est égale à la charge totale initiale qui se trouve au niveau A. Elle a été diminuée autant de fois que les espaces que j'ai ici entre les équipotentiels précédents. Ça veut dire cette initiale moins combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois de cette perte de charge élémentaire là, partielle. Cette perte de charge partielle, c'est quoi? C'est delta H sur 8. Avec 8, c'est le nombre des espaces que j'ai. C'est ça. Pour le point N, par exemple, qui se trouve là, elle a perdu, donc la charge hydraulique, elle s'est perdue sur deux éléments. Ça veut dire que H total en N est égal à H total en A moins 2 fois delta H sur 8. Et automatiquement, bien sûr, dans le point B ici, je vais trouver que la charge totale, c'est égal à la charge totale en A moins toute la perte de charge, puisque ça va être moins 8 delta H sur 8, ce qui est logique bien. Point N exactement de la même façon que le point M. Donc ici, nous avons que la charge totale au point N, c'est égal à la charge totale initiale, H total en A, moins 2 fois delta H divisé par 8. Donc H total au point N, c'est égal à H total du point A, moins 2. Nous avons 1, 2 fois, donc la charge totale, elle a été diminuée de 2 fois de la perte de charge élémentaire. Ça veut dire moins 2 fois la perte de charge élémentaire, c'est égal à delta H sur 8. Voilà. Et pour la pression interstitielle, on peut l'obtenir. Donc au point M ou là au point M, on peut obtenir la pression interstitielle. Ici, quelle est la pression interstitielle au point N? C'est ce que nous avons H de pression au point N, c'est égal à H total au point N, moins H total, HE en N. La charge d'élévation. La charge d'élévation, c'est l'altitude du point N par rapport à la référence. Elle est bien sûr connue. Donc, nous aurons HP. Et HP, comme vous savez, elle pourrait être exprimée en fonction de la pression interstitielle. Voilà. Alors, ceci, c'est dans le cas où les points M et N, tous les deux, elles appartiennent à des équipotentiels. Dans le cas où j'ai un point qui n'appartient pas à une équipotentielle, je fais interpolation linéaire. D'accord? Ça veut dire que je vais ici retrancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, et se trouve au milieu, 6,5 fois delta H sur 8, par exemple. Voilà. Ceci, c'est pour un milieu qui est homogène et isotrope dans le sens de la perméabilité. Je tiens, avant de finir, de préciser que dans le cas d'un milieu anisotrope, nous n'aurons pas une équation de Laplace comme celle que nous avons exposée tout à l'heure. Mais nous aurons toujours ces perméabilités Kx et Kz. Nous allons obtenir dVx sur dx, Kx, fois Kz, dVz sur dz qui est égal à 0. Alors, pour pallier à ce problème, on fait un changement de variable sur x et sur z pour obtenir une équation de Laplace. Et nous allons traiter le problème exactement de la même façon que nous venons de faire. Sauf que ici, lorsque nous allons obtenir le réseau d'écoulement, nous allons bien sûr revenir au système ou là au milieu réel. Nous allons refaire le changement de variable inverse et nous allons redessiner notre réseau d'écoulement dans l'échelle réelle. Et ainsi, ça va nous donner un réseau d'écoulement dont les lignes de courant et les équipotentiels ne sont pas orthogonales entre eux. Et dans ce dernier cas, nous allons prendre une perméabilité K qui est égale, représentative, qui est égale à Kx fois